Israël a peut-être tenté de censurer toutes les vidéos montrant les missiles s'abattre sur ces villes, mais voilà ce qu'ils ne veulent surtout pas que tu vois. Tôt ce matin, l'Iran a lancé sa 11e vague d'attaque. Et cette fois, ils ont sorti une arme qui a tout changé. Au moins 30 missiles ont traversé le ciel en hurlant en direction de Tel Aviv et Haïfa. Mais ce n'étaient pas des missiles ordinaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique venait de déployer son arme secrète, les missiles hypersoniques Fatah, contre lesquels les célèbres systèmes de défense israéliens n'ont rien pu faire. Alors que des explosions secouaient la ligne d'horizon de Tel Aviv et que de la fumée s'échappait des zones d'impact un peu partout en ville, les hauts gradés de l'armée israélienne voyaient leur pire cauchemar se réaliser. Le dôme de fer Arrow 2, Arrow 3, des technologies de défense qui ont coûté des milliards, était en train d'échouer de manière catastrophique. Les médias d'État iraniens ont publié des images montrant exactement comment leurs missiles ont traversé les défenses israéliennes comme si elles n'existaient même pas. Et pendant que les civils israéliens se réfugiaient dans des abris, leur gouvernement a donné un ordre désespéré. Interdiction totale de filmer ou de partager les images des destructions. Ils savaient que le monde ne devait pas voir à quel point ils étaient devenus vulnérables. Mais le moment le plus glaçant, c'est quand le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a posté un message qui a fait trembler toute la région. En seulement 4 mots, il a déclaré « La bataille a commencé ». Ce n'était plus juste une escarmouche de plus dans un vieux conflit, c'était l'annonce claire que l'Iran en avait fini avec la défense. Et l'arme choisie pour marquer ce tournant, le missile hypersonique Fatah 1. Une arme si avancée qu'elle est en train de réécrire toutes les règles de la guerre au Moyen-Orient. Se déplaçant à des vitesses entre Mach 13 et Mach 15, ces missiles filent à plus de 11 000 km/h. Pour te donner une idée, une fois détectés par les radars israéliens, il reste moins de 60 secondes aux défenseurs pour réagir. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est que ces missiles ne suivent pas une trajectoire prévisible comme les missiles balistiques classiques. Ils manœuvrent, esquivent, changent de cap en plein vol. Les analystes militaires qui ont étudié les trajectoires des frappes ont découvert quelque chose de terrifiant pour tout commandant israélien. Rien qu'un seul quartier de Tel Aviv a vu 80 bâtiments endommagés, dont 22 au bord de l'effondrement. Les rares images qui ont fuité montrent des immeubles d'habitation entiers éventrés, des voitures écrasées sous les décombres, des familles fuyant avec ce qu'elles pouvaient emporter. Et ce n'est pas fini. Les missiles iraniens n'ont pas frappé au hasard, ils ont touché avec une précision chirurgicale. La raffinerie de pétrole de Haïfa, un site crucial pour les infrastructures israéliennes, a pris un coup direct qui a arrêté toute activité. Les dégâts économiques sont monstrueux. Le journal israélien The Marker a révélé que chaque nuit de défense antimissile coûte à Israël 1 milliard de shekels, soit environ 285 millions de dollars. Et pourquoi ? L'expert en défense Yehoshua Kaliski a reconnu que malgré un taux d'interception de 95% sur les missiles classiques, ces engins hypersoniques sont d'un autre niveau. La vitesse n'est pas ce qui compte le plus, a-t-il expliqué, c'est la capacité de manœuvre, et ces missiles n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. La triste réalité, le bouclier de défense israélien à plusieurs milliards vient de devenir complètement obsolète, du jour au lendemain. Mais alors qu'on pensait qu'Israël faisait face à cette menace seul, un coup de fil a tout changé. Pendant 1h20, Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont discuté de ce que des sources qualifient de décision la plus lourde de conséquences de toute la présidence de Trump. Et ce qui est sorti de cet appel a choqué même les diplomates les plus chevronnés. Trump n'a pas simplement offert son soutien. Il a lancé un ultimatum que personne n'avait vu venir. Reddition sans condition, a posté Trump en lettres capitales sur les réseaux sociaux directement adressées à l'Iran. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans une suite glaçante, il a révélé quelque chose qui a plongé les responsables iraniens dans la panique. On sait exactement où se cache le soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. On ne va pas l'éliminer, le tuer entre guillemets. Du moins, pas pour l'instant. Le message était limpide. L'Amérique avait Khamenei dans sa ligne de mire. En quelques heures, le Pentagone a commencé à déployer du matériel qui n'avait pas été mobilisé au Moyen-Orient depuis la guerre en Irak. Des chasseurs F-22 Raptor, des F-35 Lightning et le groupe aéronaval du USS Nimitz ont tous reçu l'ordre de se déployer. Mais ce qui a vraiment inquiété les analystes militaires, c'est que Trump a donné à l'Iran exactement 2 semaines. 2 semaines pour se rendre ou subir toute la puissance de l'armée américaine. Il a même appelé les 9,5 millions d'habitants de Téhéran à évacuer immédiatement et courtant sa participation au sommet du G7 pour rentrer en urgence à la Maison Blanche. La salle de crise
La Situation Room est restée active pendant des heures, pendant que l'équipe de sécurité nationale de Trump lui présentait des scénarios de frappe allant d'attaques chirurgicales à quelque chose de bien plus dévastateur. Mais avant d'accepter sans broncher les justifications de Netanyahou pour cette guerre, il faut mettre en lumière un schéma de mensonges qui dure depuis plus de 30 décennies. Parce que cette affirmation selon laquelle l'Iran serait à deux doigts d'obtenir l'arme nucléaire, Netanyahou la répète depuis 1992. Oui, tu as bien entendu. Cela fait plus de 30 ans que le même homme crie au loup sur la même menace. Revenons un peu en arrière. En 1992, alors qu'il était membre de la Knesset, Netanyahou affirmait que l'Iran aurait la bombe nucléaire dans 3 à 5 ans. En 1996, devant le Congrès américain, il parlait de conséquences catastrophiques, car l'échéance approchait dangereusement. En 2002, il est revenu au Congrès, déclarant que l'Iran avait des centrifugeuses grosses comme des machines à laver, des propos totalement infondés. En 2009, il a dit à des membres du Congrès en visite que l'Iran était à 1 ou 2 ans maximum. En 2012, il s'est carrément présenté à l'ONU avec un dessin de bombe de dessin animé affirmant que l'Iran était à quelques mois d'obtenir l'arme nucléaire. Et le plus fou, pendant que Netanyahou balance cette propagande depuis 30 ans, ses propres services de renseignement n'arrêtent pas de le contredire. En 2011, le chef du Mossad affirmait qu'une arme nucléaire iranienne n'était pas une menace immédiate. Et cette année encore, la directrice américaine du renseignement national, Tulsi Gabbard, a témoigné que l'Iran avait suspendu son programme d'armement nucléaire depuis 2003. Confronté à ce fait, Trump a balayé d'un revers de la main en disant « J'en ai rien à faire de ce qu'elle dit ». Le schéma est impossible à ignorer. À chaque fois que Netanyahou a besoin de justifier une action militaire, de détourner l'attention des problèmes internes ou de rallier du soutien, il sort le même vieux scénario. L'Iran serait toujours à quelques mois de la bombe, toujours une menace existentielle, et cela nécessiterait toujours une action immédiate. Après 30 ans de mise en garde avec les mêmes délais jamais respectés, faut se poser la vraie question. Est-ce vraiment à propos d'armes nucléaires, ou est-ce que s'agit complètement d'autre chose? Et c'est là qu'on en arrive à la vraie raison derrière l'opération Lion Ascendant. Parce que ça n'a rien à voir avec des armes nucléaires. C'est uniquement une question de survie politique pour Netanyahou. Quelques jours avant de lancer cette guerre, Netanyahou faisait face à une motion de censure qui aurait pu faire tomber son gouvernement. Les partis d'opposition avaient les voix nécessaires, les partenaires ultra-orthodoxes de la coalition se rebellaient, et ses procès pour corruption approchaient à grands pas. Et comme par magie, l'Iran est devenu une urgence opérationnelle immédiate. Mais ce que Netanyahou n'avait pas prévu, c'est le prix de ce pari. Les responsables militaires israéliens reconnaissent aujourd'hui que l'Iran possédait environ 2000 missiles capables d'atteindre Israël. Et même après en avoir détruit plusieurs centaines, plus de la moitié sont encore opérationnels. Pire encore, les sites de production iraniens sont dissimulés dans des bunkers souterrains que les bombes israéliennes ne peuvent pas percer. Seules les bombes anti-bunkers américaines en sont capables, ce qui explique l'implication de Trump. Netanyahou affirme que l'Iran dispose d'assez d'uranium pour fabriquer 15 bombes nucléaires. Mais l'armée israélienne admet en privé avoir peut-être sous-estimé la situation. L'enrichissement pourrait être plus avancé que prévu. Le ton désespéré de Netanyahou en dit long. On ne peut pas laisser ces menaces à la prochaine génération, a-t-il déclaré. Parce que si on n'agit pas maintenant, il n'y aura pas de prochaine génération. Mais de l'intérieur, les militaires décrivent une autre réalité. Ils épuisent leurs missiles intercepteurs à un rythme intenable. Un seul missile Arrow 3 coûte 3 millions de dollars et ils en tirent des dizaines chaque nuit. À ce rythme, les défenses israéliennes pourraient être à sec d'ici 2 semaines. Ce n'est pas un signe de force, c'est une armée au bord du gouffre. Pendant qu'Israël tente désespérément de contrôler le récit avec des ordres de censure, la vérité s'échappe à travers les fissures du blackout médiatique. Et ce qui émerge, c'est une image de dévastation que le pays n'a jamais connue dans toute son histoire moderne. Les missiles iraniens ne visent pas seulement des objectifs militaires. Ils frappent le cœur des villes israéliennes avec une précision terrifiante. À Bat Yam, les secours ont extrait 7 corps d'un immeuble effondré, dont 2 enfants. Les images ayant échappé à la censure montrent des quartiers entiers qui ressemblent plus à Gaza qu'à Tel Aviv. Des rues joncées de gravats, des familles fouillant les débris, et les hurlements obsédants de sirènes qui ne s'arrêtent jamais. Le prestigieux centre médical Soroka à Be'er-Sheba a été touché de plein fouet, forçant des patients à fuir dans les parkings, certains encore reliés à leur perfusion. 40 blessés rien que dans cette frappe, mais selon plusieurs sources, les chiffres réels seraient étouffés. Mais ce n'est pas seulement Israël qui saigne. En Iran, le bilan dépasse désormais 240 morts, avec des familles entières anéanties lors de frappes sur Téhéran. Les F-35 israéliens, ravitaillés par des avions citernes américains, ciblent systématiquement les infrastructures du pays. Le bâtiment de la radio-télévision de la République islamique d'Iran a été frappé en plein direct.
Les spectateurs ont vu en direct la présentatrice fuir en courant alors que des explosions secouaient le studio. L'évacuation massive de Téhéran a créé des scènes d'apocalypse. Des stations-service avec 3 heures d'attente, des prix alimentaires qui flambent et des autoroutes saturées de familles fuyant l'avertissement d'évacuation lancé par Trump. Un habitant a décrit la situation ainsi. C'est comme le jour du jugement. Tous ceux qui peuvent fuir, fuient. Et dans ce chaos, une autre question refait surface. Qui contrôle encore la situation? Dans les rues de Tel Aviv, les sirènes d'alerte retentissent jusqu'à 8 fois par jour. Les écoles sont fermées, les lignes de métro suspendues et l'aéroport Ben Gourion ne fonctionne plus que pour les vols militaires et humanitaires. Le gouvernement tente de rassurer la population avec des communiqués laconiques, mais l'inquiétude grandit. Même les partisans les plus fidèles de Netanyahou commencent à douter. Est-ce vraiment une guerre pour la survie d'Israël ou pour sauver un homme de la disgrâce politique? Les images en provenance de Haïfa sont tout aussi alarmantes. Une frappe a complètement ravagé un terminal portuaire, déclenchant des incendies si intenses qu'on pouvait les voir depuis les collines de Nazareth. Plusieurs centaines de pompiers se sont battus pendant des heures pour contenir les flammes, pendant que les habitants évacuaient dans la panique. Les hôpitaux de la région, déjà surchargés, improvisent des unités d'urgence dans des parkings et des écoles. Une infirmière de l'hôpital Rambam a confié « On n'a jamais vu ça. Même pendant la guerre du Liban, c'était pas aussi violent. » Et pourtant, la riposte continue. En représailles aux frappes sur Beersheba, les forces iraniennes ont lancé une nouvelle salve de missiles en direction de Jérusalem. 2 d'entre eux ont été interceptés par le dôme de fer, mais le 3e a explosé près du mont Herzl, brisant les vitres de l'université voisine et blessant plusieurs étudiants. À quelques mètres de là, un cimetière militaire a été partiellement détruit. Les images de tombes dévastées diffusées clandestinement ont provoqué une onde de choc dans tout le pays. L'administration Biden appelle au calme, mais dans les coulisses, l'escalade semble inévitable. Des sources proches du département d'État révèlent que les États-Unis ont placé 2000 Marines en alerte maximale, prêts à être déployés dans la région. La base aérienne d'Incirlik en Turquie fonctionne à plein régime. Le porte-avions USS Gerald Ford, actuellement en Méditerranée orientale, a reçu l'ordre de se rapprocher des côtes israéliennes. Pendant ce temps, la population civile, en Israël comme en Iran, paye le prix fort. À Téhéran, un missile israélien a frappé une école primaire dans le quartier de Tajrish. Les secours ont retrouvé les corps de 11 enfants et de 3 enseignantes. Le gouvernement iranien accuse Washington d'être complice en fournissant les moyens logistiques aux frappes. Dans les rues, la colère monte. Des centaines de milliers de manifestants scandent « Mort à l'Amérique » et appellent à des représailles immédiates. Mais au-delà des slogans, la peur est omniprésente. Un père de famille à Téhéran témoigne « J'ai vu la guerre à la télé toute ma vie. Aujourd'hui, elle est dans mon salon. » À Jérusalem, une mère confie qu'elle dort dans sa voiture avec ses enfants, trop effrayés pour rester dans un immeuble. La guerre est partout, mais la vérité reste prisonnière des discours officiels, noyée dans les récits de propagande. Une chose est certaine, ce conflit ne fait que commencer.